La Smart 5 obtient un moteur thermique apparemment, en version hybride du coup. La firme Smart a dévoilé à Hangzhou une version thermique hybride de son SUV numéro 5 jusqu'alors 100% électrique. La surprise est totale, personne n'avait vu venir cette annonce, qui sonne comme une sonnette d'alarme dès lors qu'elle est tirée depuis la Chine. Smart tente d'enrober l'information en mode maximum de technologie et de sobriété énergétique, mais le résultat est même la défiance des clients envers le 100% électrique. Dénommée Smart 5 EHD, cette nouvelle variante est donc une hybride rechargeable. C'est-à-dire l'addition du pire, du pas thermique ni électrique, mais le cumul des deux. Après, pour certaines personnes, ça peut les rassurer. À vouloir plaire à tout le monde, on prend surtout le risque de plaire à personne. Ce précepte simple, Smart ne l'a pas entendu. Elle est équipée d'un bloc 1,5 litre turbo d'une puissance de 161 chevaux, couplé à une batterie LFP de 40 kWh, même plus, ce qui est énorme. De quoi promettre une autonomie de 250 km en 100% électrique, combinée à 1600 km en thermique. Enfin, 1200 du coup, ce qui fait 1600. Un peu plus, ça fait... Attends, en thermique du coup, ça fait combien? 1350. Ah ouais. Smart annonce une conso de 4 litres 4 au 100, selon les normes chinoises de CLTC, ce qui est très élevé. Niveau incongruité, les dimensions extérieures demeurent les mêmes que pour la version électrique. L'empattement serait 5 mm plus grand. 2 tonnes d'eau quasiment. Smart est devenu un nain automobile depuis son rachat du groupe Daimler, les ventes s'effondrent en Chine. Et la dynamique est encore pire en 2025. Ils ont vendu que 34 000 voitures en 2024. La grève de la mécanique thermique dans la Smart 5 ne sonne-t-elle pas comme un dernier sursaut avant la mort? Le produit électrique n'est pas stupide, loin de là. Ouais, il est moche la 5 hein, quand même. Je sais pas qui a designé ça, mais c'est pas une réussite hein, quand même. Oh la face avant quoi. Bon alors le point positif c'est quand même qu'il y a une grosse batterie dedans. Ils ont réussi à loger 40 kWh, c'est assez impressionnant pour une hybride rechargeable. D'habitude ça tourne autour des 20 quoi, 20-22 maximum. Il y a 5-6 ans c'était 15-16. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Bon maintenant je sais pas si ça va se vendre. Hein. À voir. Et à voir si elle arrive en Europe aussi. Comment les marques chinoises de voitures électriques profitent d'un système bien rodé en Chine. Un récent rapport pointe du doigt les abus des marques chinoises avec les subventions accordées par Pékin. BYD aurait par exemple reçu 143 millions de yuan, ce qui fait 17 millions d'euros, d'aide publique pour seulement 4900 voitures. Ah oui, quand même. Oula, mais attendez, on peut calculer vite fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, divisé par 4900. Ça fait 3500 balles par voiture quand même. C'est pas rien. Derrière l'essor fulgurant de l'industrie chinoise du véhicule électrique, les pratiques opaques de certains constructeurs commencent à émerger. Un audit portant sur la période 2016-2020 révèle que plus de 103 millions d'euros ont été attribués à des entreprises qui ne respectaient pas les critères d'éligibilité. Deux constructeurs visés, BYD et Chery. Le second aurait par exemple réclamé 30 millions d'euros pour 8860 véhicules électriques ou hybrides qui n'auraient pourtant pas dû bénéficier d'un tel soutien. Une dérive qui interroge sur la surveillance réelle des fonds publics en Chine. Le mécanisme de subvention mis en place au début des années 2010 prévoyait jusqu'à 60 000 yuan, donc 7 000 euros, directement versés aux constructeurs, mais ce système, conçu pour stimuler l'innovation, a rapidement ouvert la porte à des pratiques douteuses, voire frauduleuses. Pékin tente aujourd'hui de reprendre la main. Alors, on pensait le gouvernement chinois assez carré, assez strict. Au final, on se rend compte que pas tant que ça, quoi. Ils ont aussi leur moment d'égarement, on va dire. Le gouvernement réclame plus de transparence de la part des industriels, mais certaines marques comme BYD continuent d'enregistrer des ventes artificielles. Des milliers de modèles dont le compteur affiche 0 km ont été repérés sur le marché de l'occasion. Une méthode qui fausse les chiffres qui alimente les guerres des prix. Bon, c'est pas bien. Moi, je vous le dis, hein, j'ai une mauvaise image de BYD. Plus que les autres constructeurs. Je pense que cette marque, déjà en Europe, ils font pas d'efforts sur les prix, ils nous pigeonnent. Et puis, c'est les premiers à frauduleusement se servir du système chinois, comme avec Xiaomi, comme ils disent dans l'article. Là. Non, j'ai pas une bonne image de ce constructeur. Franchement, je pense que c'est le pire, ou l'un des pires constructeurs chinois de voitures électriques pour moi. Même leurs voitures, je les trouve pas transcendantes pour être honnête. Bon, votre avis là-dessus? L'ADAC a testé des batteries de ID3. Voyons les résultats. Selon les résultats de l'ADAC, la ID3 dans sa configuration ProS présentait un SOH de 91% après 160 000 km. A noter que la perte de capacité était rapide au départ, 96% de SOH à 21 749 km, puis plus lente ensuite, 93% à 102 505 km. Aussi, et c'est là le plus important, les spécialistes allemands indiquent que 40% des ravitaillements ont été effectués sur des bornes rapides en courant continu. La compacte est restée sur de nombreuses fois branchée à 100% pendant plusieurs jours, soit deux pratiques qui seraient néfastes pour la batterie en cas de répétition. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'au départ, la batterie perd un peu plus qu'après quoi. Ça, c'est logique. La perte se stabilise dans le temps.
Mais ça baisse un petit peu aussi, mais c'est pas catastrophique quoi. Loin de là. La DAX souligne que la compacte allemande, qui dispose d'une batterie de 77 kWh, est donc toujours capable d'effectuer des longs trajets sans crainte avec une autonomie sur autoroute de près de 400 km dans des conditions favorables. En hiver avec des températures négatives, c'est entre 300 et 320. Ouais alors, je trouve qu'ils sont un peu optimistes là quand même. Hein. Moi je dirais plutôt 250 et 280 en hiver, et 300 entre 320 et 350 en été. Les 400, j'y crois pas trop. Faudrait donc qu'elles consomment 18 kWh au 100 à 130. Elles sont efficientes, mais pas tant que ça quand même, les Volkswagen. Hein. Non, non, faut peut-être pas exagérer. À l'exception de la batterie 12 volts capricieuse et quelques autres pépins non immobilisants, la ID3 se monte assez fiable. Prochain objectif de la DAC, un bilan à 250 000 km. Ok, bah on verra. Bon, de toute façon, oui. Moi, j'ai toujours la Ion, là, hein, que j'avais acheté en 2016 en occasion. Elle a été créée en 2011. La voiture, elle a 14 ans, la batterie, elle a jamais été changée. Alors certes, il y a eu 20-25% de pertes, je dirais, depuis le temps, mais ça marche toujours, ça roule encore. Voilà. Malgré le temps qui passe, les années qui passent. On dit que les années en plus sont plus destructrices de la batterie, pour la batterie, que les kilomètres. Donc, vous voyez, la preuve est là. Hein. Il faut un jour que je fasse un autre test d'autonomie avec la Ion, tiens. Faire un petit bilan. Et bon, je ferai ça un jour peut-être, l'année prochaine, ou je sais pas. On verra ça. Mais je le ferai, je le ferai. Un espèce de test d'autonomie comme je faisais avant sur une charge. Voir combien il reste en termes de kilomètres. Bon, voilà pour la DAC, en tout cas, et leur test. Nissan N7, apparemment, un joli succès vers la Chine. Alors, Nissan N7 est une des voitures étrangères les plus populaires en Chine, certes, il ne s'agit que de volume de vente sur le mois de juin, mais ça suffit à donner la tendance. 6200 exemplaires vendus, la Nissan N7, dépasse la Buick GL8 et le Toyota BZ3X, pourtant considéré comme succès, avec 6000 signatures. Mais Nissan, pourquoi vous les sortez pas en Europe, en fait, ces voitures-là? Ouais, alors sympa, ouais. Pourquoi vous les sortez pas? Vous avez peur de quoi, en fait? Non, mais c'est incroyable. On peut se demander, hein. Vraiment, là. Ils ne les sortent pas, elles seraient homologables, ces voitures, en Europe. Pourquoi elles ne seraient pas? C'est une voiture électrique, en plus. C'est facilement homologable en Europe, ça. Au lieu de nous ressortir une Leaf 3, là, ouais, elle a l'air sympa, la Leaf 3, mais bon. C'est un peu joué sur la nostalgie, encore. Est-ce qu'il faudrait pas se renouveler et sortir une berline? Parce qu'ils avaient des berlines, ils en ont pas, en fait. Littéralement, ils ont des SUV avec le Aria, la Leaf compacte, du coup, ils ont pas de berline. Électrique, du moins. Elle fait mieux que les ID3 3950 exemplaires, la Smart Hashtag One 2324 et les autres BMW i3 2270 exemplaires. Précisons quand même que le statut de voiture étrangère est discutable puisque derrière sa robe se cache le fruit d'une co-entreprise avec Dongfeng. Oui, bon. C'est une japonaise chinoise quoi. Une sino-japonaise. 4,93 m de long, elle est très grande. Hein. Elle occupe donc presque autant de place au sol qu'une Model S ou ID7. Son style peu savoureux se traduit toutefois par un coefficient de traînée aérodynamique de 0,208. Donc 58 ou 73 kWh brut la batterie, 635 CLTC. Donc ça ferait, je sais pas, 580, 570 WLTP avec 73 kWh je pense. Ce qui serait déjà pas mal. Ils la mettent un peu moins cher que la Volkswagen ID7. Et bon, ouais, elle pourrait marcher. Hein. Je pense qu'elle pourrait se vendre en Europe. Certes, elle est commune. Enfin, y a pas, ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire. Niveau design, mais elle mériterait d'être chez nous, je pense, d'avoir sa chance en Europe. Mais bon, c'est encore des choix discutables de la part de Nissan. Hein, voilà. Ils ont peut-être leur raison.